Je voulais ajouter, quand la première fois qu'on s'est rencontrés, Mariana, ce qui prouve que vous n'aviez pas trop réalisé l'histoire, elle me dit, puisqu'elle venait me voir en tant que militante de l'avortement, elle me dit, c'est dommage, si ma mère vous avait rencontré en 68, elle ne serait pas morte. Je suis encore très émue en parlant, je lui dis si. Parce que j'aurais rien fait pour elle non plus, pas plus. C'est ça qui est difficile à accepter quand on connaît l'histoire après. Vous n'aurez rien pu faire. Oui. J'aurais rien fait. Sauf lui donner une adresse en Angleterre où elle ne serait pas allée parce qu'elle n'avait pas d'argent ou Hollande. C'était ça l'histoire. On les aidait pas. Aujourd'hui, vous allez continuer, vous avez envie de vous mettre dans une position militante avec vos armes qui sont une caméra. Oui, peut-être avec une caméra ou autrement, mais je pense que c'est une question qui est loin d'être résolue, quoi. On n'est pas du tout... c'est résolu là en France en ce moment, et puis dans le reste du monde, c'est encore terrible. En Irlande, par exemple, le film Histoire d'un secret va passer dans un festival, mais il n'accepte de le passer que accompagné d'un film anti-avortement. Et, parce que c'est absolument interdit. L'Irlande, c'est un pays de la communauté européenne. Pareil pour la Pologne, pareil pour le Portugal. Donc voilà, ce film, j'ai envie de le montrer là où il y a là où c'est encore difficile d'avorter légalement. Alors Joëlle Brunet-Kaufmann, la clandestinité, je voudrais que vous nous en parliez, qu'on remette justement très concrètement les choses à plat. Qu'est-ce que ça signifiait pour vous d'abord? Qu'est-ce que vous encouriez? Dans quelles conditions vous opériez? Ça se passait où? Alors après, l'histoire devient un petit peu plus sympathique parce qu'on a donc découvert cette méthode Karman et on a pu enfin, d'ailleurs moi je me dis toujours peut-être que mon engagement il s'est fait uniquement par rapport à ma propre culpabilité, enfin je pouvais aider des femmes. Et puis avec des gens, j'en vois là, qui brusquement, il y avait tout un mouvement qui était prêt pour ça. Donc on a été une petite poignée de médecins à se saisir de cette canule et de cette seringue. On allait chez les femmes, c'était là on donnait pas notre nom. On allait, on donnait pas notre nom. Moi quand je voyais à mon cabinet une femme qui demandait un avortement, je disais je crois que je connais un groupe militant qui en fait, et je donnais le nom, même pas le nom de quelqu'un d'autre, c'était une espèce de truc complètement fou. On a fait ça pendant plus de 6 mois. On allait avec nos canules et nos seringues chez les femmes et on aspirait. Sans dire nos noms. Et puis à un moment, on s'est dit, il y avait des groupes qui venaient se former à Paris, il y avait des groupes de province, ça commençait à prendre de l'ampleur, et puis on s'est dit, mais il faut qu'on se dénonce, c'est pas possible, parce que s'il y en a un qui se fait prendre, celui-là, vraiment, il va aller en prison, il va payer pour tout le monde. Donc on a fait un manifeste des médecins qui faisaient des avortements en février 73, plaqué un peu sur celui des femmes qu'on avait appelé les 343 salopes, qui avaient fait ça avant. On a d'ailleurs été très, très aidés par elles, parce que la première inspiration qu'on a faite, on l'a faite chez Delphine Seyrig. C'est-à-dire qu'elles nous ont donné une espèce d'infrastructure. Donc si on vous trouve, au moins nous, on sera là derrière pour vous défendre. Et donc ça a été une période très clandestine comme ça, qui a quand même duré jusqu'en 75. Mais plus on avançait, moins on risquait. Parce que le groupe faisait qu'on ne pouvait plus rien contre nous. Ils allaient pas. Un jour, on a fait un avortement dans un site universitaire public, devant des journalistes, en disant venez aujourd'hui, regardez, on fait un avortement. Donc, 50 caméras, une femme qui... On était quand même un peu excités, mais bon. Vous étiez les excités, vraiment? Écoutez, c'est comme ça les luttes, je crois qu'il fallait. Maintenant, effectivement, quand je regarde les images d'archives, je me dis comment on a pu faire ça, cette femme qui s'est fait avorter publiquement devant les caméras. Et on disait voilà, on a fait, voilà ce qu'on a fait. Ils ne pouvaient plus. Alors forcément, j'ai vu l'autre jour, j'avais oublié Jérôme Lejeune qui disait... à la télévision, comment ces 300 médecins avec leurs blouses blanches tachées de sang, du sang rouge, du fœtus, qui est la vie. Ils ne pouvaient rien contre nous, on était trop nombreux. Est-ce que vous saviez quand même à l'époque à quel état se trouvait le fœtus précisément? Il n'y avait pas l'échographie. Donc le fœtus, on ne le voyait pas comme on le voit maintenant à l'échographie, mais les femmes, elles avortaient jusqu'à n'importe quel... C'est peut-être pas très... C'est peut-être un peu dégoûtant, comme on pourrait dire, ce que je peux vous dire. Mais les femmes, elles se mettaient des sondes jusqu'à ce que ça se fasse. Moi, je prenais des nuits de garde à l'hôpital Beaujon, elles se mettaient des sondes entre elles. Elles avaient des fœtus de 4 mois qui tombaient dans les bassins. Des fœtus, des vrais. On n'avait pas besoin de l'échographie, je vous assure. Elles allaient jusqu'au bout du bout du bout. Donc, oui, on se rendait compte de la réalité des choses, c'est sûr. On disait donc qu'il s'agissait de choses très clandestines. Quelles étaient les peines encourues à l'époque? Il faut le rappeler. Il y avait la loi, s'il y a des historiens ici pourront le dire, il y avait la loi de 1920, donc la criminalité. On pouvait être rayé de l'ordre des médecins, on pouvait faire de la prison. Mais je vous dis, la lutte était collective, on en avait tellement assez de cette hypocrisie. Enfin, une femme sur 2 avortait. Donc c'était dans tous les milieux de nos gouvernants, dans les milieux et on était dirigés par des hommes, c'était les hommes qui étaient dans les universités, tout le monde savait leurs femmes et leurs filles avortaient, c'était dans une hypocrisie totale, personne ne faisait rien, et il fallait mourir comme la mère de Mariana. Donc c'était pas possible. Est-ce qu'à un moment, il y a eu des tentatives des partis politiques de l'époque de vous récupérer, en tout cas d'utiliser votre mouvement? Non.
Non, non, on a plutôt tiré sur le parti politique, particulièrement le parti communiste qui s'est très bien comporté après, mais qui n'avait pas encore pris des décisions à l'époque parce que Jeannette Vermaacht était très hostile. Après, ils nous ont beaucoup soutenus, le PS nous a soutenus, les partis... Non. Et puis il y a eu aussi des gens, comme on l'a vu quand la loi s'est votée, il y a eu des gens à droite qui sont extrêmement bien comportés. Hein. Simone Veil a quand même porté cette loi. Et moi, je dois dire que maintenant, à l'époque, on trouvait qu'elle n'en faisait pas assez, hein, parce que nous, on voulait qu'on aille encore plus loin. Et puis maintenant que je regarde quand même quel courage elle a affronté tous ces hommes, cette vulgarité, comment tous ces hommes... Maintenant, je dis quel courage. Non, non, elle a porté ça. Est-ce que vous diriez que ce droit à l'avortement qui a donné lieu à cette loi Veil, ça fait partie des héritages nécessaires, importants à revendiquer de l'époque mai 68? Oui, oui, enfin, mai 68, on le sait bien, est venu aussi après d'autres évolutions. Mai 68 n'est pas arrivé par hasard, c'est arrivé là après tout ça. Mais c'est vrai que ça a été vraiment ce grand mouvement de libération. Moi, en particulier, sur le plan médical, je n'avais jamais remis en cause les mandarins qui étaient mes patrons, qui m'avaient jamais rien appris de sensé au niveau de la contraception et de l'IVG. Et pour la première fois, j'ai dit, j'en ai assez de ces mandarins, on en a marre. On a pensé les déboulonner, on pensait révolutionner la médecine aussi. Ce but, c'était, on éditait les cahiers de la médecine utopique, on pensait qu'on allait mettre les mandarins par terre et changer l'hôpital. Oui. Mais ça, on n'a pas réussi. Comment l'activité médicale s'est-elle organisée à partir de la loi Veil, à partir de 1975? Alors là, nos amis qui vont parler de ce qui se passe maintenant pourront en parler. C'est-à-dire que brusquement, on passait de quelque chose, c'est complètement interdit, c'est un crime. Vous risquez d'aller en prison, vous risquez d'aller à l'échafaud, et brusquement, maintenant c'est la loi, il faut faire des IVG. C'était difficile, je veux dire, tous les patrons ne pouvaient pas comme ça d'un jour, vous voyez, dire, voilà, maintenant on va organiser. Et ils étaient obligés, enfin, il y avait la clause de conscience, mais enfin, les services, ils étaient obligés d'organiser. Donc ce sont les militants, souvent généralistes, les militants du MLAC, qui dans beaucoup d'hôpitaux, ont pris leur canule et leur seringue et sont allés dans des petites pièces annexes faire des IVG dans les grands services. Et en plus, ils ont critiqué notre méthode, parce que ce n'était pas une méthode universitaire. Qu'est-ce que c'est que cette canule et sa seringue? D'accord, on veut bien en faire, mais on revient au curetage. On revient à l'anesthésie générale, on revient aux anciennes méthodes. Ces méthodes-là ne valent rien, c'est des méthodes de militants. Il a fallu des années pour que maintenant on arrive à dire l'aspiration c'est quelque chose de mieux que le curetage. C'est-à-dire que la loi n'a pas suffi. Il y a eu immédiatement finalement un problème d'application de la loi à partir des techniques. Qui continue. On va voir ça tout à l'heure, mais c'est... Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, on se pose la question de savoir quelle est la meilleure méthode. Non, maintenant je crois qu'ils ont enfin compris 30 ans après que l'aspiration c'était mieux pour l'utérus que le curetage. Mais il a fallu du temps. Avec le nombre de débats, avec la violence, la virulence de ces débats, est-ce qu'il y a eu un moment où la notion de culpabilité chez certaines femmes a pu apparaître quand elles venaient vous voir? Ah, les femmes sont toujours coupables. On pourra en reparler, mais elles restent coupables. Elles se sentent toujours coupables d'avorter, les femmes. On n'a jamais réussi à leur faire penser que c'était un droit. C'est toujours quelque chose qu'elles viennent un petit peu mendier, l'avortement. Parce qu'on les a mises dans cette situation. Une femme qui est enceinte actuellement, avec tous les moyens qui existent, comme disent toujours, pourquoi est-ce qu'elle est enceinte? Excusez-moi, docteur, je suis enceinte. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? C'est son droit d'être enceinte et c'est son droit de ne pas vouloir d'enfant, comme disait Mariana. Complètement. Et nous, on n'a pas apporté de jugement. Moi, je dis, c'est votre droit. Vous êtes enceinte, c'est votre droit. Vous ne voulez pas de cette grossesse, c'est votre droit. Alors, il y a avec nous, dans le public, des jeunes gens, des jeunes filles qui, évidemment, n'ont pas connu cette époque, qui est pourtant une époque récente, mais qui, en 1975, n'était pas née. Je voudrais savoir comment vous avez réagi, d'abord à ce film, celui de Chabrol, et puis surtout à tout ce qu'on entend, et qui rappelle les conditions qui étaient les conditions réelles de vie quotidienne des femmes et des jeunes filles. C'est vrai que moi qui suis née en 1982, c'est quelque chose qui me semble un peu évident, un peu naturel, l'avortement, bon. Mais en fait, il se trouve que c'est, comme je vois avec vos témoignages, comme le film l'a montré, qu'effectivement c'est quelque chose qui n'a pas été évident jusqu'à il y a très peu de temps. Quand vous dites que ça vous semble évident pour vous aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que vous en parlez librement aussi avec vos parents, avec oui, les gens qui sont chez vous dans la famille? Bien sûr. Oui, pour moi, c'est vraiment... Moi, je me sentirais, je pense, même pas coupable de le faire à l'heure actuelle. Ouais. Parce que justement, si je veux pas d'enfant, j'en veux pas, et personne... Et qu'est-ce que vous attendez justement de ces gens qui, eux, ont vécu cette période-là? Comment est-ce que vous voudriez qu'elles vous parlent de l'avortement? Justement, comme quelque chose, comme vous dites, comme quelque chose dont on n'a pas à avoir honte et qui a un droit comme les autres. Toujours avec nous dans le public, il y a des gens qui ont pratiqué aussi à vos côtés, Joël Broderick-Hoffmann, à la fois cette activité militante et puis ces avortements. J'aimerais savoir justement comment aujourd'hui vous leur parlez à ces jeunes qui n'ont pas connu cette période-là, qui ne sont pas toujours conscients de ce par quoi vous êtes passés. Comment est-ce que vous leur parlez de ces choses, d'abord de cette époque et de l'avortement? Je veux dire, pour moi ce qui est important c'est la transmission.
je me dis, j'ai une petite fille de 15 ans, il faut qu'elle sache quand même ce qui s'est passé avant, et c'est un peu comme ça que je conçois la chose. Ce que je voulais dire, je rejoins Joël là-dessus, c'est que c'était vraiment une bataille politique. On voulait vraiment, abroger cette loi. Alors moi, je précise quand même que je suis d'une banlieue rouge, qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire des banlieues communistes. Donc c'était vraiment ce mouvement, le MLAC est né aussi à Gennevilliers, il est devenu très très important. Et nous nous sommes retrouvés, quelque chose qui nous a dépassés, parce que les femmes venaient de toute la France. Ça a été C'est vrai que nous avions des médecins militants qui nous ont beaucoup aidés. Bon, moi je suis une ancienne infirmière, si je suis arrivée au MLAC, c'est parce que j'ai vu tellement de femmes pleurer en sortant des consultations de gynéco, que j'étais tout à fait sensibilisée quand on m'a